Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le débat sur l'Intelligent TV. Depuis près de 2 semaines, les Ivoiriens sont invités à s'inscrire sur la liste électorale. Cependant, on observe une faible affluence dans les 12 000 centres d'enrôlement répartis à travers le pays. Seulement 254 000 personnes inscrites sur la liste à la date du dimanche 27 octobre 2024. Soit une semaine après le démarrage officiel de l'opération de révision de la liste électorale. Comment expliquer cette faible mobilisation? S'agit-il d'un message que les citoyens ivoiriens veulent passer aux politiques? Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir pour vous en plateau 3 invités. Monsieur Lansina Karamoko, il est analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur ce plateau accompagné de M. Alain Patrice Aïmou. Il est journaliste, écrivain et acteur de la société civile. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous également d'être avec nous ce soir. Et le dernier invité, Dr Ousmane Chérif, analyste politique, membre du bureau exécutif national de la JPDCI, président du REMENSI, qui est un mouvement politique pro-Tidjane Thiam. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci de venir débattre sur cette question. Alors, messieurs, vous êtes tous unanimes que les Ivoiriens ne se bousculent pas dans les différents centres qui sont dédiés au recensement pour la liste électorale, pour cette révision de la liste électorale. Le président de la CENI, Koulibaly Kibie, l'a même affirmé, il a soutenu une timide affluence dans les centres. Alors, je voudrais qu'on puisse, d'entrer le jeu, essayer de comprendre ensemble les raisons de cette faible affluence. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que les Ivoiriens se mobilisent peu pour cette révision de la liste électorale, docteur? Déjà, il faut partager des responsabilités. Vous savez, lorsque on lance une opération de révision des listes électorales dans le contexte dans lequel nous sommes en Côte d'Ivoire actuellement, il y a plusieurs choses qui peuvent faire obstacle. Nous savons que parmi les hommes politiques, il y a certains hommes politiques dont le nom n'est pas sur la liste électorale, en l'occurrence le président Laurent Gbagbo. Nous savons qu'en 2010, il y a eu environ 2 millions de personnes selon le deuxième tour de l'élection présidentielle qui ont voté pour ce monsieur. Et donc, ça peut entraîner un sentiment de découragement qui fait qu'ils ne vont pas s'inscrire sur la liste électorale parce que leur candidat ou la personne qu'ils souhaiteraient voir ne sont pas sur la liste électorale. Mais au-delà de ça, nous, on a une lecture, au PDCI, on a une lecture un peu plus globale. Vous savez, depuis quelques années, certains Ivoiriens ont l'impression que leur vote n'est pas forcément utile, ne va pas forcément changer grand-chose. Et quand vous discutez avec parfois des chauffeurs de taxi, vous discutez avec ce qu'on appelle les petites gens, quand vous discutez avec eux, parfois vous vous rendez compte qu'ils ont l'impression que leur vote ne change pas grand-chose. Donc, on a besoin de refaire croire à la population, de leur donner encore foi à la politique. Et donc, c'est pour ça que nous pensons que l'arrivée d'une personnalité comme Tidjane Thiam dans l'univers politique est une chose positive et qui va, au fur et à mesure, permettre aux Ivoiriens de comprendre que la politique qui était faite avant est en train de se modifier. Et donc, nous, on a espoir qu'au fur et à mesure que les semaines vont s'égrener, le nombre de personnes qui va s'inscrire sur la liste électorale ne va pas s'augmenter. Alain? Alors, moi, il y a 2 éléments. On va parler du contexte. Moi, j'imagine que les élections, c'est même pas que j'imagine, les élections, c'est comme un match de football. Si éventuellement, on vous dit qu'il y a un match qui se déroule au stade Alassane Ouattara dans une semaine et que 3 jours après, ils ont frappé 3 arbitres, le bâtiment est tombé sur quelqu'un, etc., ça ne donne pas envie d'aller au stade. La réalité politique en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est des opposants qui sont en crise avec le pouvoir, c'est des guerres qu'on a connues, c'est des coups d'État. Et ça, l'enrôlement, c'est plus la jeunesse qu'on recherche. C'est-à-dire, c'est le nouveau majeur. C'est la cible principale. Et ces derniers-là, quand ils regardent l'atmosphère politique, le contexte de répression, tout cet environnement, ce n'est pas censé donner envie de pratiquer ce sport ou de s'y intéresser, un peu pour rejoindre ce que le frère disait. Et le deuxième élément clé, souvent, on n'en parle pas, mais moi, je ne sais pas si la CENI nous regarde, qu'ils nous disent, c'est quoi le budget de communication de la CENI sur l'enrôlement? Il y a une organisation de la société civile qui s'appelle tout le monde la page Côte d'Ivoire qui en 2002 a fait une étude de la communication
de la CEI sur l'enrôlement en 2022. Il y avait un seul panneau publicitaire pour. Donc, vous dénoncez une faible communication de la CEI. La réalité est là. On a vécu la CAN ici. On a vu tout ce qu'il y avait comme communication autour. Moi, je ne sais pas si, sous réserve que quelqu'un me dise s'il a vu, mais est-ce qu'il y a un seul artiste qui a été mobilisé pour faire une chanson, par exemple, sur l'enrôlement? Est-ce qu'il y a des influenceurs qui ont été cooptés par la CEI pour communiquer sur l'environnement? Parce que toute notre jeunesse aujourd'hui sont sur TikTok et autres. C'est leurs idoles qui sont dessus. Qui a été coopté pour cela? Parce qu'au-delà même d'une jeunesse qui n'a pas envie de ce jeu politique-là, qui n'a pas envie de... Il y a, comme on dit, on te drague. Ça demande même plus d'énergie pour convaincre ce jeune homme. Ben, quand il y a des événements comme il y a Cannes, comme il y a Miss Côte d'Ivoire, ouais, il y a un emballement médiatique autour. Bon, là, on est sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et je vous demande à vous aussi, hein, je pense qu'on se promène tous dans la capitale et à l'intérieur du pays. Moi, je ne fais pas de communication. La question, c'est pas... On voit souvent des affiches sur les pancartes. Oui, mais c'est dans la quantité, dans la ville. l'impact. Parce que si tu vois un produit X, c'est en fonction des moyens que tu mets dans la communication et la stratégie que tu auras plus de clients ou pas. On a vu une CD comme, je ne veux pas faire de publicité, mais un livreur à domicile ici, qui avait envahi Abidjan, qui avait coloré même la ville de son produit et de sa couleur. Alors là, si je suppose que le rose, blanc, vert qui est autour du logo de la CEI devait être dans le ciel d'Abidjan ou de la Côte d'Ivoire pour que cette jeunesse-là soit touchée avec, comme je disais, des influenceurs, des artistes, des chansons, etc. On a fait des campagnes pour la paix en Côte d'Ivoire. Ici, on a vu combien de communications qui ont été faites autour. Alors, M. Lassina, vous les avez entendus, Dr Ousmane parlait de l'absence du président, de l'ancien président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Alain a ajouté une faible communication de la CEI pour cette révision. Est-ce que ce sont les avis que vous partagez? Est-ce que vous pensez que c'est cela le véritable problème? Oui, je crois qu'il faut prendre en compte ce que l'un et l'autre a dit, n'est-ce pas, sur le faible engouement pour l'opération. Mais au-delà, je crois qu'Alain a touché à un point qui est essentiel. C'est que notre pays, c'est pourquoi nous, la classe politique, on est responsable, c'est ce qu'il a dit d'entrée de jeu. On a connu des crises et des crises. D'abord, l'Ivoirien, à un moment donné, se pose la question si son vote va être utile, si ça va changer quelque chose. Et puis, ensuite, il s'est dit, mais je vais aller voter, peut-être même que le jour du vote, je vais être tué. Donc, vous voyez, il y a ce désintérêt même de la jeunesse de maintenant à tout ce qui concerne le vote. Si vous prenez les résultats des élections antérieures, que vous le disséquez, ces résultats-là, vous verrez qu'il y a une très faible participation de la jeunesse. Ce sont les gens d'un certain âge, en tout cas ceux qui sont moins jeunes, qui sont beaucoup plus ceux qui ont participé, n'est-ce pas, à ces élections-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont été utilisés. Pourquoi? Parce que c'est eux qui étaient en première ligne dans les marches, qui étaient en première ligne dans les combats politiques. Et puis finalement, à l'arrivée, ils ont été, c'est pour certains, tués. D'autres ne l'ont pas été. Ils ont eu des séquelles. Les hommes politiques, une fois arrivés au pouvoir, les ont oubliés. Donc finalement, ils se désintéressent à la chose. Pour, n'est-ce pas, aller dans le sens de ce que je suis en train de dire. Moi, je suis allé dans un centre d'enrôlement parce que je le fais régulièrement. Je suis allé dans un centre d'enrôlement. Et puis, j'ai posé la question, il y avait 3 agents. Je leur ai dit, mais est-ce qu'il y a un engouement? Oui, ça commence à aller. Mais vraiment, les jeunes sont réticents. Il y a un jeune homme qui est venu s'inscrire ici aujourd'hui même parce que son papa le lui a demandé. Son papa l'a même obligé, menacé même à la limite, d'aller se faire enrôler. Mais il s'est confié aux agents de la CEI. Il dit, bon, de toute façon, il va venir me faire enrôler. J'ai encore 3 petits frères qu'on menace, ils vont venir se faire enrôler. Mais nous, là, on n'ira pas prendre part au vote. Pour respecter juste la volonté de son papa, il vient s'inscrire, mais il ne prendra pas part au vote. Alors ça, c'est légion. Maintenant, au-delà de ça, il a dit tout à l'heure, la responsabilité des politiques est entièrement engagée parce que à qui profite le vote? C'est nous les acteurs politiques. Mais dans notre groupe d'acteurs politiques aujourd'hui, il y a un groupe qui se bat pour que les gens puissent être sur la liste électorale. Et c'est qui ce groupe?
Le groupe, il y a le RADP, le PDCI, ça, je ne le cache pas. Et quel est l'autre groupe qui se bat pour ne pas que les gens soient... C'est le PPACI. Parce que eux, ils ont un autre problème. Leur leader, on l'a dit tout à l'heure, elle n'est Pourtant, ils sont sur le terrain et on voit les différents cadres du PPACI. ils ont une certaine dualité dans leur... Moi, je suis allé dans un village dernièrement, récemment, parce que le représentant du RADP qui était là-bas, donc qui s'attelle, comme d'ailleurs les représentants du PDCI, à recenser ceux qui sont, qui pensent pouvoir être sur la liste, qui ont des difficultés pour avoir leur certificat de nationalité, qui ont des difficultés pour avoir, n'est-ce pas, comme l'audience foraine, etc. Lui, il est en train de s'organiser. Puis bon, d'ailleurs, le PPACI sont venus nous trouver, ils l'ont menacé, on dit non, il est en train de faire une fraude. Et pendant ce temps, il dit aux gens, n'y allez pas parce que tant que notre champion n'est pas sur la liste électorale, il n'y a pas de vote. D'accord. Alors, vous parlez tous d'un désintérêt de la population vis-à-vis de la révision en cause les hommes politiques. Oui. Donc, est-ce que vous le rejoignez lorsqu'il dit qu'il y a deux catégories d'hommes politiques? Une catégorie d'hommes qui appellent à voter, à s'inscrire sur la liste, une catégorie qui est contre cela. La lecture que nous faisons de la classe politique, c'est d'abord notre lecture à nous au TDCI. Vous savez, nous avons rendu les élections mathématiques. On s'est rendu compte qu'on ne peut pas être dans un pays où la classe qui nous dirige est élue par une minorité de gens. Vous savez, aujourd'hui, sur les 100% que sont l'ensemble de la population ivoirienne, ceux qui participent à l'élection sont autour de 17%. Ceux qui décident qui va diriger, qui va destiner la Côte d'Ivoire sont autour de 17%. C'est comme si vous êtes dans une maison et qu'il y a 100 personnes et qu'il n'y a qu'environ 5 ou 6 personnes qui décident de la nourriture que tout le monde va manger. Donc c'est clair que ce n'est pas juste parce que le président élu peut être légitime et peut-être, légal, mais la légitimité elle-même peut poser problème. Ça remet en cause la légitimité du président. Ça remet en cause en fait la représentativité de son vote. Parce que quand le nombre de personnes qui vous a mis est très en deçà de la population totale, vous voyez 2 millions de personnes élisent quelqu'un dans un pays de 30 millions d'habitants. Voilà, donc ça pose un petit problème par rapport au rapport. Et le président Tidiane Thiam, c'est la première des choses qu'il a dit. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, le premier diagnostic qu'il a posé, c'était ça. De dire que nous avons besoin d'environ 3 à 4 millions de personnes de plus sur la liste électorale pour avoir au moins une petite représentativité concernant les critères internationaux pour les élections. Seulement qu'il faut dire aussi de façon claire que la CEI ne nous aide pas elle-même. C'est quoi la responsabilité de la CEI se situe à quel niveau? Vous avez vu la cacophonie qui a eu au début de cette révision des listes électorales. Comment vous pouvez comprendre qu'on donne un texte en disant que voici les documents qui seront nécessaires pour s'enrôler et des gens se lèvent, vont s'enrôler et on leur dit ce document, bien qu'il a été validé et qu'on peut s'inscrire avec, mais comme il est périmé, comment on peut comprendre qu'un récépissé soit périmé? Un récépissé, c'est un papier pour retirer un document. Que je fasse 10 ans avant de venir retirer mon document, mon récépissé ne peut pas se périmer. Le récépissé n'est pas un document administratif qui se périme. Le récépissé doit permettre de retirer un papier. Tant que le papier en question n'est pas périmé, mon récépissé ne peut pas être périmé. Donc, on a vu des gens qui ont été refoulés parce que leur récépissé a été dit périmé. Mais la CEI dit que ça fait partie des documents qu'il faut pour pouvoir se faire inscrire sur la liste. Oui. Le récépissé au même titre que la carte nationale, le certificat national. Mais certaines personnes ont été refoulées parce que leur récépissé était périmé. C'était où vous avez des cas? Oui, on a vu la vidéo où le président Tidiane Thiam est arrêté devant un responsable de la CEI. Ils sont en train de discuter. Et il y a une dame qui était venue s'inscrire, une dame qui était du PDCI et qui vient s'inscrire. Et on lui dit qu'on ne peut pas l'accepter parce que son récépissé est périmé. La vidéo circule sur le net, vous pouvez facilement la retrouver. Donc, après, ça a été rattrapé. Les gens ont dit, bon, effectivement, c'est ce qui a été donné au départ, mais maintenant, ça a été rectifié que tous les récépissés. Et vous savez, quand quelqu'un se retourne dans la maison, moi, actuellement, c'est un exemple que je vais prendre rapidement pour finir. Il y a une famille que j'ai en train de stresser, une famille pour pouvoir s'inscrire à Abidjan. Parce qu'ils s'étaient inscrits sur la liste électorale déjà à Boaké. Et je fais tout pour que toute la famille se réinscrive à Abidjan. Ils doivent seulement faire qu'un certificat de résidence. Le certificat de résidence, ils doivent le faire par exemple à 200 ou 300 mètres de leur maison, dans une sous-préfecture. La paresse de se lever de leur maison à la sous-préfecture fait que ça fait combien de semaines là, aujourd'hui, ils n'ont pas. Donc quand quelqu'un se lève pour faire un effort pour quelque chose qui n'est pas obligatoire, quand vous le ramenez à la maison, ce n'est pas ce qui revient.
Et c'est tout ça qui diminue le nombre de personnes. Est-ce que vous n'êtes pas en train de discréditer la CEI? Non, la CEI elle-même, dans la première semaine, elle-même n'a pas donné confiance aux partis politiques. Et je pense que le président de la CEI s'est rattrapé. Parce que, je le dis encore, il y a eu des vidéos qui ont circulé, par exemple, où le président dit qu'on a besoin d'un extrait de naissance pour pouvoir enrôler des gens. Alors que ça n'avait pas été dit au départ. Ça avait été dit que toute personne qui possède la carte nationale d'identité pouvait s'inscrire. Mais il a été dit que la puce qui était à l'intérieur ne pouvait pas être lue et que donc il fallait avoir l'extrait de naissance pour avoir le nom des pères et des mères dessus. C'est vrai que ça a été rattrapé secondairement, mais on a perdu des enrôlés. Il y a des gens qui sont partis s'enrôler, qui n'ont pas pu s'enrôler, qui sont rentrés à la maison et qui ne reviendront plus juste parce qu'il y a eu une petite cacophonie. D'accord. Alors, Alain, le président de la CEI, il était en tournée dans différentes communes à Abidjan. Il est passé à Bobo, très Jules Cocody. Il a visité quelques centres. Et au sorti de cette tournée, il s'est prononcé à la presse, il a dit ceci: quand vous discréditez la liste électorale, en réalité, ce sont vos militants que vous empêchez de venir s'inscrire. Est-ce que quand certains discréditent la CEI, est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que les gens ont peur, les gens n'ont pas cette avis? Bien évidemment. Ce n'est pas bien évidemment. Que pas aussi les gens contribuent aussi à cela, pas forcément la CEI. La CEI n'est pas quelque part responsable de ce qui se passe. Bon, moi, je vais revenir sur... Il avait dit quelque chose en parlant du PPACI qui n'est pas vraiment, en réalité, prompte à vouloir faire enrôler ces militants ou est prompte. Aujourd'hui, il y a une tendance qui est claire dans tous les partis politiques. Mon frère du PDCI est là, il ne me dira pas le contraire. On leur sait, il y a des partisans qui sont contre à boycotter ces élections. Et il y a d'autres qui disent on y va en espérant que ce qu'on demande depuis une fois belle lurette sur la CEI, le contexte et le dialogue en question se fasse. C'est le nœud de la guerre. Moi, je dis, rappelez-vous, à chaque fois que Ouattara a rencontré Gbagbo ou Henri Konan Bédié, tout le monde a dit ça décrypte l'atmosphère. On est des Ivoiriens, on vit dans le même pays, on a des problèmes, on peut se parler. Il n'y a pas une... Chaque semaine, on voit le président il reçoit une autorité européenne, une autorité... Mais ce n'est pas eux qui l'ont voté. C'est les Ivoiriens. Alors, la série de l'opposition se met ensemble pour te dire, on veut des révisions là, on veut revoir la CEI. Si vous vous asseyez que vous n'entendez pas, je pourrais dire, ah, ils ne se sont pas entendus. Mais même se parler, ce n'est pas possible. Comment vous voulez que nous-mêmes, des adultes, on aura du mal à se gérer dans un jeu où l'arbitre fait problème, à plus fort raison d'un adolescent de 18 ans. Donc ça, c'est déjà la problématique. Après, la CEI, on va beau parler, mais les faits sont là. On a connu une rébellion ici. C'est vrai que les faits peuvent être là, mais est-ce qu'ensemble, on ne peut pas aider la CEI à réaliser cet exploit-là de faire inscrire le maximum de personnes sur la liste? Pourquoi passer tout le temps à discréditer? Ah non, justement, on n'est pas en train de le... C'est pas par amour. On dit la plus belle femme n'offre que ce qu'elle a. On ne peut pas voir quelqu'un qui a une plaie, qui est en train de faire qu'on va l'amputer, et puis le laisser marcher. Même si cela pourrait empêcher un enrôlement massif des Ivoiriens. Moi, je vous dis, aujourd'hui, quand vous lisez l'actualité politique, quand vous regardez le PPACI, est-ce que vous pensez que ceux-là iront aux élections sans Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Parce qu'il y a des jeunes d'une crise qui sont devant nous. On a un an des élections. On a encore le temps de régler ça. Est-ce que vous pensez qu'après le cas Alassane Ouattara, dont la candidature a été refusée justement pendant longtemps, qui a fait conflit, est-ce qu'on a besoin encore de revivre une situation où il y a un camp politique qui est fâché parce que son candidat ne peut pas être candidat? On n'en a pas besoin. Franchement, je dirais que ça serait possible au Togo, dans des pays qui n'ont pas encore connu ce genre de crise. Nous, quand même, on a une expérience de ça. On a une expérience de ça. Il ne faut pas que quelqu'un vienne me dire demain s'il est étonné, je touche du bois, je ne le souhaite pas. Mais des bruits de bottes viennent comme une rébellion de quelque part, avec pour première phrase, on veut Gbagbo sur la liste électorale. Est-ce qu'on a besoin que ça arrive? D'accord, c'est bien le temps. Alors, est-ce que vous partagez ces critiques qui sont formulées contre la CEI? Moi, j'ai dit, le président de la CEI se prête à nous dire, nous, acteurs politiques, il dit, mais ceux qui devraient être en première ligne pour faire en sorte que leurs militants soient sur la liste électorale, c'est les acteurs politiques. Parce que chaque chose se traite à un moment donné, et puis on avance sur une seconde étape, et puis une troisième étape. Pour le moment, là, c'est là. Vous voyez, en 2010,
quand bien même le RHDP, dans sa formule d'alliance politique avec le PDC, etc., en 2010, n'avait peut-être pas confiance totalement à la CEI, ou bien n'avait pas confiance totalement au régime qui était en place quant à leur sincérité pour une élection transparente et exclusive. Mais on a demandé quand même à nos militants d'aller se faire enrôler. C'est là que se situe d'abord le problème. Une fois qu'on a réglé ça, les autres combats, on peut les mener. Mais on commence déjà à mettre des préalables avant même de demander à leurs propres militants d'aller se faire enrôler sur la liste. Et c'est parce que justement, en 2010, de façon massive, le RADP a mené ses militants à aller se faire enrôler, qu'il y a eu ce second tour qui a fait la différence. Alors, donc, moi, ce que je conseillerais à l'opposition, notamment au PPAC, eux, ils veulent forcément que leur champion sorte de la scène politique en héros. C'est ça leur combat. Tout ce qu'il y a autour du licenciement électoral, ce n'est qu'un alibi. Alors, ils ne sont pas chauds pour aller à des votes. Et c'est pourquoi j'apprécie le PDC, je l'ai dit sur d'autres plateaux de télévision, je leur ai dit ici aujourd'hui. Ils croient en la Côte d'Ivoire. Ils croient, n'est-ce pas, à l'intelligence des Ivoiriens de se surpasser à un moment donné pour aller vers une solution consensuelle dans l'intérêt supérieur de la nation. Donc, de ce fait-là, il est sur le terrain lui-même en train de sensibiliser. Moi, j'ai vu des fiches du PDCI circuler entre les mains de leurs militants, rentrant dans les cours, demander aux gens, on ne vous dit pas de soutenir Tcham, mais allez vous faire enrôler sur la liste électorale et faire valoir votre droit de vote. C'est ça, le patriotisme d'abord. Mais on ne va pas dire aux gens, non, n'allez pas vous faire enrôler, on va mener un combat d'abord, mais de quel combat on parle? C'est ce qu'Alain a dit tout à l'heure. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils pensent qu'il va y avoir un coup de feu, et puis un coup d'État, ils s'accrochent, n'est-ce pas, à cet espoir qui est une illusion, et pour faire avancer les choses. Donc moi, je pense, quand tu regardes les statistiques, en 2010, on avait 5 700 000 personnes sur la liste, inscrites sur la liste électorale. On a eu 4 800 000, presque 5 millions de votants. Bon, la crise qui a suivi après, ça a découragé beaucoup de gens. Mais en 2015, le PDCI et le RADP, le PDCI était encore RADP, la paix de Daokrou. Il y a eu vote, c'est vrai que le nombre de votants a baissé, mais toujours est-il que le président Ouattara est toujours resté constant dans le nombre de personnes qu'il est arrivé à engranger à chaque vote. Alors, Ousmane disait que avec le nombre de personnes actuellement sur la liste électorale et le nombre de personnes qui élisent le président de la République, ça remet un peu à cause la légitimité. Attention, moi, c'est pas de quoi. Peut-être qu'il a censure. Moi, j'ai les chiffres devant moi. Hein. En 2015, il y a 3 120 000 personnes qui ont voté pour le président Ouattara. Justement, ils pensent que c'est très peu. En 2015, le président Bédié a fait campagne pour Ouattara. Hein. Donc, le président Bédié n'était pas convaincu que le président Ouattara était bien élu. Il ne faut pas se prononcer selon la position dans laquelle on est à un moment donné. Moi, j'ai dit, Bédié, Ouattara étaient ensemble. En 2015, ils ont fait campagne ensemble. Quand on parle de légitimité, ce n'est pas de ça, en fait. On se projette. Par exemple, quand vous prenez la quantité de la population en 2010, et vous prenez la population électorale, et vous prenez ceux qui sont effectivement inscrits sur la liste électorale, combien de pourcents de personnes parmi ceux qui peuvent voter ont réellement voté? Je ne sais pas si on se comprend. Non. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple simple. S'il y a 15 millions de personnes qui ont plus de 18 ans, on dit, et que sur ces 15 millions de personnes, c'est 3 millions de personnes qui ont décidé pour la vie de la nation. Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Est-ce que si, sur la liste électorale, des gens qui sont, je vous l'ai dit tout à l'heure, que des jeunes gens disent, on va s'inscrire parce que papa nous l'a demandé, mais nous ne participerons pas au vote. Est-ce que ça me remet pour autant
la légitimité du président qui s'est fait élire par ceux qui ont bien voulu. Voilà, mais Alors, au moins sur la liste électorale. vrai un peu, non? Non, mais là c'est différent parce que là, ils sont au moins sur la liste électorale. Oui. C'est ce qu'on appelle le boycott. Il peut décider que je ne vote pas. Oui. Mais le problème, c'est quand ils ne sont pas sur la liste électorale. Il faut exprès Il y a aujourd'hui qu'ils ne sont pas sur la liste c'est électorale. 4 500 000 personnes. Non, c'est plus que ça. Ah non, c'est les L'objectif, non, l'objectif, c'est d'ajouter 4. Mais c'est pas le total. Non, attention. Non, ça, Il y a c'est leur bien, il y a Pour l'instant, sur la liste électorale, on a 8 millions d'électeurs. L'objectif pour cette révision, c'est d'avoir 4 millions d'électeurs de plus pour qu'on puisse atteindre 12 millions. Voilà. C'est ça. C'est l'objectif. Oui, c'est pas existant. Mais il y a plus de personnes qui peuvent venir s'inscrire. C'est-à-dire que quand on dit l'objectif, ça ne veut pas dire que toutes les personnes. C'est que ça, il y a bien des personnes. Parce que d'abord, aller se faire inscrire sur la liste électorale n'est pas une obligation. Ça devrait l'être. Ça devrait, c'est le conditionnel. Ce n'est pas une obligation. Selon la Constitution en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une obligation. Donc, si quelqu'un ne veut pas se faire inscrire sur la liste électorale, ça n'engage. Sinon, il n'y a rien à la légitimité à dire. C'est comme vous êtes dans une classe, on dit de lire le chef de classe, et puis la moitié de la classe sort de la classe, mais ceux qui vont élire, ça s'impose à tout le monde. D'accord, c'est bien. Parce que nous, vous vous souvenez, en 1995, il y a eu le boycott actif. Le président Bédi a été élu avec combien de personnes? Avec combien d'Ivoiriens? Mais il est quand même resté président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, en fait, la légitimité. Oui, je sais. C'est normal, Je sais. c'est légal. Mais est-ce que c'est pour autant, est-ce que c'est pour autant qu'il n'avait pas de légitimité? Oui, en fait, la légitimité. Je comprends très bien ce que la légitimité, la légalité, c'est ce qui est légal. La légitimité, c'est l'adhésion populaire, n'est-ce pas? Il y a un peu de il y a de légitimité. Mais ça, c'est la faute à qui? Voilà. Bon, on peut discuter, c'est la faute à qui, mais il faut qu'on sache qu'il y a peu de légitimité. C'est pourquoi je dis, nous, acteurs politiques, on doit s'impliquer pour qu'il y ait cette reconversion de mentalité. Afin qu'il faut d'abord restaurer la confiance. Parce que la confiance est rompue entre les acteurs politiques et entre eux-mêmes d'abord, et puis ensuite entre les acteurs politiques et la population. D'accord, vous allez nous donner. Voilà, donc, on va que chacun de nous un peu de temps de permettre à Alice de se prononcer. Moi, je pense qu'il ne faut pas. Il y a surtout ce problème avec l'enrôlement actuellement. Oui. C'est vrai que je pense que les partis politiques ont une responsabilité peut-être citoyenne d'aller solliciter la jeunesse. C'est le travail de la suivi. Il y a un budget pour ça. C'est eux seuls leur travail. Vous demandez, c'est la responsabilité de qui? Alors, c'est la suivi. Parce que c'est toi qui est comme la FIF. Tu organises les matchs, s'il n'y a pas de monde au stade, c'est toi qui es responsable. Comme il a dit, ils ont un budget pour ça. Il y a un budget de communication qui est adressé. Qui n'a pas fait l'enrôlement pendant 2 ans? C'est la suite. En prétextant justement. C'est l'opposition et la société civile qui a demandé que ce délai soit prolongé. On a combien 2 semaines? Regardez le nombre de personnes. Alors, c'est la responsabilité de la CEI. Et cette CEI, cette responsabilité fait partie de beaucoup d'éléments que l'opposition et la société civile lui reprochent depuis. Et pour lesquels on demande le dialogue. En fait, on veut marcher sur la poubelle. Alors qu'on sait consciemment, on sait consciemment que cette CEI-là, elle est un problème. Et bien évidemment que quand un habite est un problème, ce n'est pas un jeu qui aspire, qui inspire. Si le football est aujourd'hui dans la VAR, c'est parce que les dirigeants du football mondial savent que l'arbitrage peut faire perdre l'engouement de la population autour du football. Mais le football est quoi s'il n'y a pas de supporters, s'il n'y a pas d'engouement autour? Sauf que la CEI aujourd'hui, dans sa posture, qui est, je le dis clairement, est proche de ce régime, sont dans une logique de on va droit dans le mur, quoi que les autres disent. C'est-à-dire si la CEI a de perdre ses bras, ses pieds, ils vont la soulever pour arriver au but. Et ça sera comme les élections passées où il y a eu le boycott de l'opposition, on a eu une crise. Le jour des dernières élections présidentielles, vous vous rappelez, vous étiez à Abidjan. Abidjan ressemblait à un cimetière. Il n'y avait personne dans les rues, tout le monde était chez lui. Comme s'il y avait un démon dans les rues. Vous pensez que ce genre de jour-là va emmener un jeune Ivoirien à aller se faire enrôler de cœur? Déjà, même l'idée que ce jour arrive encore même nous fait peur. Moi, je connais des gens qui sont en train de faire leur parage pour ne pas être en Côte d'Ivoire en octobre 2026. Donc, ils vont pas... Et c'est ce qu'on demande depuis au pouvoir et au président de la République. Accepter de dialoguer. Comme lui-même, Laurent Gbagbo à l'époque, en 2021, a fait le forum de réconciliation nationale. 2001, merci. Pour qu'on échange autour des problèmes
clients. Mais c'est même pas la difficulté. Même nous, on a assisté tout de suite. Si nous, donc, moi, se prendre le bec, toi, tu vas nous arrêter. On va devoir t'écouter pour qu'on arrête. C'est ça. Il faut qu'on se... monsieur, l'objectif, on a dit, c'est d'enrôler 4 millions d'Ivoiriens. Nous sommes, on a dit, il reste pratiquement une semaine pour qu'on puisse atteindre la fin de cette opération. Est-ce que cet objectif, on peut l'atteindre visiblement? Oui, ça dépend d'abord, des Ivoiriens qui sont parmi les primo-votants. Je ne parle pas de ceux qui changent de lieu de vote, mais les primo-votants. C'est ça l'objectif, 4,5 millions de personnes à rechercher. Et ça dépend de ces personnes concernées, mais ça dépend de nous aussi. Moi, je suis un acteur politique. Ça dépend aussi de la CEI comme... Non, moi, je suis un acteur politique, je n'attends pas la CEI. Pour prendre son exemple, une équipe de football, même si tu n'as pas confiance à l'arbitre qui va officier le match, ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas aller t'entraîner, que tu ne vas pas te préparer pour aller au match. Même si tu n'as pas confiance à l'arbitre qui est désigné 1 mois, 2 mois avant pour officier la rencontre. Ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas t'entraîner. Moi, j'ai dit, oui, même que ça le soit, mais moi, j'ai dit la responsabilité que nous, acteurs politiques, nous avons, parce que c'est à nous d'abord que c'est la poursuite. Même si la responsabilité de la CEI est engagée, dès lors où nous savons que c'est à nous d'abord que tout cela profite, et nous, au président de la CEI, nous, aux membres qui siègent à la CEI, mais nous avons sur le terrain pour faire notre travail, et c'est ce que nous faisons. Alors, donc, il y a lieu de faire comme ce que le RADP fait, il y a lieu de faire comme ce que le PDCI fait sur le terrain pour amener les mecs. Quand tu te braques et tu te dis, il faut qu'il y ait le préalable, le dialogue, comme c'est le cas actuellement, mais vous naviguez en côte courant. Et quand c'est comme ça, ça va poser. C'est pourquoi nous, au RADP, on n'est pas gourmand. On a dit, sur les 4 millions de nous, on se fixe un objectif de 1 million de personnes, 200 personnes, 1 million 200 000 personnes à rechercher. Donc, nous sommes sur le terrain. On a chaque région. Ça avance bien. Ça avance bien. Chaque région. On a besoin de... Non, mais ça peut pas avancer. Voilà les statistiques. Non, mais attention. Non. Moi, je parle de ce que je sais. Moi, je sais que je suis à Niamey et que ça a commencé. Vous êtes exactement à combien de personnes? Je ne peux pas vous le dire, mais ce que je retiens, il y a des bureaux de vote qui, dès les premières heures, recevaient que 10 personnes par jour. Mais ces mêmes bureaux aujourd'hui sont à 30 personnes. Parce que nous, on a fait un calcul. Hein, les 12 000 lieux d'enrôlement, si par jour, chaque lieu d'enrôlement a réussi 17 personnes, en 3 semaines, on devait pouvoir couvrir les 4,5 millions. Mais nous, on s'est fixé 1,2 million. Et Anyama a un quota, Daloa a un quota. En tout cas, en ce qui concerne le RADP. Et nous, on se bat pour atteindre ce quota. D'accord. Alors, voilà. Le président de la CEI a dit, les choses vont aller crescendo. Progressivement, il y aura de l'affluence dans les différents centres pour qu'on puisse atteindre l'objectif. Est-ce que vous y croyez? Oui, nous, donc, quand vous attendez le président de la série dit cela, est-ce que ça vous inspire confiance? Bon, comme je disais, c'est notre espoir de toute la classe politique veut que ces militants puissent être sur la liste électorale. Le problème, c'est qu'il faut joindre l'acte à la parole. Je le disais tout à l'heure, si la CEI doit faire en sorte que l'organisation des choses soit bien faite. Vous savez, hier encore, on a certains de nos jeunes de la GPDCI qui faisaient une tournée comme ça et qui se sont rendus compte que la CEI dit dans certains endroits que certaines tablettes ne fonctionnent pas correctement. Vous savez, tout ça, ça gêne. Ça gêne. Quand on entend que dans certains endroits, des tablettes ne fonctionnent pas, la CEI a un budget, comme le disait mon voisin de droite, la CEI a un budget. Quand on entend que c'est le moment, ça fait maintenant quelques temps, on n'a pas eu de révision des listes électorales et que maintenant, on est en pleine période, qu'il y a des tablettes qui sont défaillantes. Pour nous, ça nous pose un problème de sérieux avec la CEI. Mais comme j'ai beaucoup aimé son exemple de dire que c'est pas parce qu'on va à un match de football qu'on conteste l'arbitre qu'on ne va pas s'entraîner. Nous sommes dans cette logique-là. Nous, vous avez vu le président Thiam sur le terrain, le PDCI est sur le terrain, la JPDCI était à Bobo, on est à l'intérieur du pays, on va voir les primo-votants, on veut les enrôler sur la liste. Parce que pour nous, notre victoire passe obligatoirement par là. Le président Thiam a dit on veut gagner un coup KO. Parce que quand tu gagnes avec un peu de doute, c'est là qu'il y a des contestations. Mais quand vous êtes largement vainqueur, il n'y a pas de discussion. Et nous pensons qu'on a la possibilité de le faire, mais la CEI doit aussi mettre du sien. Parce qu'on ne peut pas être dans un environnement où il y a des petites défaillances techniques. Ça décourage la population. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, se lever pour aller se faire enrôler, c'est d'abord un courage vu que ce n'est pas obligatoire. Donc quand la personne qui va s'enrôler va trouver un problème technique, parfois il peut taper 2 semaines, 1 semaine, vous savez, les Ivoiriens sont souvent un peu négligents.
ce genre de choses. Parfois, d'autres même veulent venir à la fin. Voilà. Et nous espérons que ce que le président Kubert a dit au début de la révision, il a dit que s'il y avait un engouement, il va prolonger. Il a dit qu'à chaque fois qu'il y a eu un engouement, il a prolongé. Nous espérons que ça sera prolongé parce que les 3 semaines, c'est vraiment très largement insuffisant pour enrôler 4 millions de personnes. Moi, déjà, je dis, il faut qu'on soit réaliste. Les chiffres que vous venez de donner, ça n'augure rien de bon en termes d'objectifs. En 250 000 personnes et puis 4 500 000 personnes, franchement, je n'ai pas besoin de vous dire l'écart que ça fait. La réalité est là. On fait des œufs on fait des omelettes avec des œufs. On ne fait pas des omelettes avec du savon. Le contexte n'est pas bon. Il faut que les Ivoiriens se regardent en face. Le contexte n'est pas bon. Lui, il a ajouté encore des problèmes techniques. Ça même, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le contexte n'est pas bon. Il faut revoir le contexte. Le budget pour la communication, c'est bizarre. L'environnement est bizarre. L'opposition ne croit pas en vous. Il y a un candidat qui est déjà éliminé d'office. Est-ce que vous mettez à la place d'un militant PPACI actuellement qui doit aller dire qu'il change de bureau de vote ou peut-être faire partir son fils, comme vous avez donné l'exemple? Mais ce n'est pas motivant. D'accord. C'est bien. Est-ce que avec cette affluence que nous avons actuellement, hein, on a donné les chiffres qui ont été communiqués par la CEI même, 254 000, c'était la date du dimanche 27 octobre. À votre avis, c'est un signal pour la politique en Côte d'Ivoire? Si oui, quel est le message que les Ivoiriens, les citoyens veulent faire passer aux politiques? Oui, c'est un signal pour le politique parce que nos populations qui nous aiment bien, hein, sont déconnectés de ce que nous faisons. Comprenez? Parce que il a dit tout à l'heure, au début de son intervention, les gars, ils se disent, mais à quoi ça sert si ils m'ont voté, ça ne change pas. Donc, au-delà même des questions de vote, une fois au pouvoir, nous devons être en mesure d'aider la jeunesse. Donc, c'est un signal aux hommes politiques, que ce soit au parti au pouvoir, ou que ce soit beaucoup plus pour les cadres du parti au pouvoir, ce que je sais, les militants se plaignent. Donc, il faut les motiver. Vous comprenez, non? Il faut les motiver. Et puis, ça coûte cher quand même une opération comme celle que nous sommes en train de faire. Et en même temps que le jeune homme, il a assis depuis 5-6 ans, il n'a même pas un revenu pour pouvoir faire ses petites courses, qu'on lui demande, il faut tourner avec sa transpiration et de façon gratuite pour aller faire. Donc, c'est une interpellation dans ce sens. Et de toutes les façons, nous sommes des humains. La perfection, grand P s'identifiant qu'à Dieu, nous, hommes politiques, nous savons qu'on a quelques défaillances à certains endroits et c'est ce que nous sommes en train de rattraper. Et justement, quand Kubert faisait ce point, une semaine après le début de l'opération, mais attendons qu'après 2 semaines bouclées, c'est bientôt le samedi prochain, ça va faire 2 semaines, et il fasse un autre point pour que nous puissions apprécier. Et il a dit, s'il y a un engouement, on va prolonger. Nous savons tous qu'il va avoir un engouement, parce que d'abord, l'Ivoirien, même l'Africain de façon générale, l'Ivoirien particulièrement, attend toujours les dernières heures pour se précipiter. Il va y avoir précipitation à un moment donné des populations vers, n'est-ce pas, les lieux de vote. Moi, j'ai grand espoir. C'est pourquoi j'ai sorti ces chiffres. J'ai dit, si les gens veulent sérieusement se mettre au travail, 15 personnes maximum par lieu d'enrôlement et par jour, en 2-3 semaines, on peut atteindre les 4 millions. C'est une question de volonté. Il y a un élément que je voulais ajouter. Il faut qu'on respecte la loi. C'est-à-dire, quand on fait tout ce genre de débat, normalement, si la loi est respectée, il ne devrait pas avoir de problème ou peut-être des petits problèmes. La CEI a l'obligation légale d'enrôler les Ivoiriens chaque année. Elle ne l'a pas fait pendant 2 ans. Et c'est encore l'opposition et la société civile qui a venu lui dire à elle, à la CEI, de prolonger le délai. Ah non, c'est même pas quelqu'un qui doit venir dire ça à la CEI. Ça ne doit même pas faire l'objet de, comme il disait, si on constate que, donc c'est un... Non. Déjà, vous avez fait une erreur. C'est qu'il demande clairement la démission de M. Kubert. Parce que c'est une violation de la règle électorale que lui, il est censé incarner. D'accord. Donc, je termine. Donc, déjà que vous ne l'avez pas fait, on n'a pas besoin de venir vous dire de le prolonger. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'en 2025, on n'aura pas d'enrôlement. Toute la liste électorale sera finie en juin. Donc,
On n'a pas fait ça pendant 2 ans. Et l'année électorale présidentielle 2025, il n'y aura pas d'enrôlement. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi on cherche à discuter sur la responsabilité, d'où vient le nombre précaire de personnes. La responsabilité, elle est là. Sauf que celui qui est responsable est impuni. Parce qu'il viole la loi quand il veut. Moi, je ne pense pas que nous qui sommes assis ici, on soit capable d'aller voler de l'argent quelque part ou bien gifler quelqu'un parce qu'on viole la loi et puis on va continuer à se promener. On va se faire arrêter. Sur ce plateau, tu dis un langage d'écart, tu es convoqué par la PLCC. Alors, pourquoi il y a des Ivoiriens qui peuvent être dans l'impunité et d'autres non? La CEI a péché et on paye le prix de son péché. Après, pour aller plus loin, depuis longtemps, la proposition est sur la table. Pourquoi vous ne faites pas l'enrôlement automatique? Ça va nous coûter moins cher. On n'a pas besoin de tout ce tralala de chercher à mobiliser les jeunes, amener les partis politiques à se promener. Un parti politique, son travail, c'est de faire en sorte qu'il attire l'électorat vers lui pour gagner le pouvoir. Ce n'est pas son rôle d'aller enrôler les gens. Non, à la base. À la base. Le travail de se faire enrôler. Il y a besoin d'électeurs pour... Oui, mais justement. Parce que je rappelle quelque chose de nous pouvoir... Je profite même pour rappeler quelque chose de pervers qui se passe autour de cette affaire, de l'investissement des partis politiques dans la mobilisation en enrôlement. Il y a des partis politiques ici qui donnent les moyens à des jeunes électeurs de faire leur pièce d'identité. Quels sont ces partis? Le RHDP le fait. Ils donnent les moyens. Non, laissez-moi finir. Ils donnent les moyens. Est-ce que c'est interdit la parole? Laissez-moi finir. Ils donnent les moyens à l'électeur d'avoir les moyens de se faire une pièce d'identité pour se faire enrôler. Mais le docteur Geoffroy, que vous connaissez, un politologue, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ça ressemble à un achat de conscience. Parce que le jeune de 18 ans, qui sait que c'est le FPI, ou bien le PPACI, ou bien le PDCI, qui lui a permis d'avoir sa pièce d'identité pour se faire enrôler, mais tu lui as mis quelque chose à l'oreille, il peut se sentir redevable. D'accord. Donc ça peut vous dire que c'est pervers. Et qu'éventuellement, moi je demande à ce que la CEI fasse son travail de faire la mobilisation autour de l'enrôlement. Moi, les partis politiques, ils peuvent lancer des appels, mais ce n'est pas leur travail, ils n'ont même pas d'argent pour le faire. Mais le budget qu'on leur donne, il n'y a pas une partie signifiée dedans. D'accord. Alors, vous avez indexé le RHDP, l'ancien va répondre tout à l'heure, mais le temps de permettre à Dr Ousmane de se prononcer. Docteur, s'il y a signal à travers cette faible affluence, est-ce que cela voudrait dire que la politique a échoué dans la mission? Non, déjà, l'échec des politiques, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur plusieurs années. C'est pas... les Ivoiriens ont vécu plusieurs choses qui ont fait qu'à un moment donné, ils commencent à être découragés de la classe politique. Vous savez, en 2010, je prends très souvent cet exemple-là, en 2010, si vous voyez qu'on a eu près de 80% de taux de participation, c'est parce que les Ivoiriens croyaient à un renouveau, en fait que leur vote pouvait créer quelque chose de positif. Mais malheureusement, juste après leur vote, qu'est-ce qu'on leur a servi? C'était 3000 morts. Donc, déjà, il faut savoir quelles sont les conséquences des dernières élections. Et comme il le disait tout à l'heure, les élections commencent à faire peur. Et donc, certains Ivoiriens ont été découragés de cela. Donc, c'est toute la classe politique de façon générale qui doit s'interroger. Et voilà pourquoi nous sommes à l'aise en parlant de politique autrement. Vous avez vu le politicien en Côte d'Ivoire qui vient, qui dit « je ne m'allie pas, je ne fais pas d'abord d'alliance, j'essaie d'abord de poser mes bases idéologiques, de poser mes bases en termes de programme avant de faire une alliance ». C'est pratiquement le seul. Quand il y a eu le Front républicain entre le FPI et le RDA, il n'y avait pas de programme de gouvernement de RDA. Les gens n'ont pas fait leur programme de gouvernement, n'ont pas basé une base idéologique sur les alliances. Le FPI était parti de gauche, le RDA était une partie de droite, mais ils se sont alliés parce qu'ils voulaient à un moment donné combattre le PDCI. Est-ce que ce désintérêt de la population dont vous parlez, le RHDP qui est au pouvoir depuis 2010-2011, a contribué à cela? Oui, le RHDP, de façon générale, vous savez, a contribué à voir la politique de façon un peu, j'allais dire, de façon un peu... il y a eu beaucoup de violences électorales dont le RHDP a participé, c'est ce que je veux dire. De façon claire, en 2010, le RHDP était en avant, c'est vrai que le PDCI était aussi. Il y a eu une violence électorale. En 2020, le RHDP était le principal, j'allais dire, celui qui défendait son pouvoir. Donc, il y a eu une violence électorale. Je ne vais pas en revenir sur c'était la faute de qui, ce n'est pas ça l'objet de notre discussion. L'objet, c'est de dire, comme il y a déjà eu des violences électorales, certains Ivoiriens ont toujours peur. Et donc, on est tous un peu coupables, tous les partis politiques, chacun à leur façon est coupable. Mais je vais revenir sur deux choses qui sont quand même pour moi importantes. Le président Kubé, on lui a posé la question, pourquoi est-ce que vous ne faites pas la révision chaque année, comme la loi le dit? Il a répondu que je fais une application intelligente de la loi.
qu'est-ce que c'est que la fédération intelligente qui nous explique? Il nous dit que vu qu'il y a peu d'affluence chaque année, au lieu de gaspiller de l'argent, ouvrir des bureaux de vote, payer des gens pour que ça soit ouvert inutilement, ils préfèrent investir cet argent-là dans la sensibilisation. Donc, en fait... Donc, la sensibilisation, on la voit. Hein. Justement, quand quelqu'un nous dit que j'ai fait de la sensibilisation les autres années, pour que cette année, ça soit... il y aura de l'affluence et qu'il n'y a pas d'affluence. En réalité, qui est la personne qui doit plus assumer cette part de responsabilité? C'est la série. Donc, vous partagez la vie de l'année. Non, il n'y aura pas forcément sa démission. Vous savez, nous pensons que le problème de personne, ce n'est pas un problème de nom. Quand on prenne M. X ou quand on prenne M. Y pour mettre à la tête de la CEI, ce n'est pas ça notre problème. Nous, on souhaite que l'organisation des choses soit faite correctement. Vous voyez, l'opposition tout entière, c'est un papier qui a été signé par tous les partis politiques, le PPACI, le MGC, le COGEP, le PDCI. Tous les grands partis d'opposition ont signé un papier pour dire qu'il faut une réforme de la commission électorale indépendante. Je pense que c'est le RHDP tout seul, aujourd'hui, qui n'a pas demandé une réforme de la commission indépendante. Ça en dit long, ça en dit long. Cela veut dire quoi pour vous? Non, je n'accuse pas le RHDP. Je dis simplement que quand vous allez à un match et que... Est-ce que cela voudrait dire que la série actuelle arrange le RHDP? C'est clair, c'est une déduction de leur comportement. Mais je dis que nous ne voulons pas rentrer dans la belligérance. Le président Thiam n'est pas quelqu'un qui accuse inutilement et à tort et à travers tout le monde. Il dit simplement que la liste électorale pose des problèmes. Tout le monde l'a reconnu. Même le président de la CEI lui-même a reconnu que dans la liste électorale, il y a des problèmes. Ce que nous demandons, c'est de ne pas aller à l'élection avec cette liste-là. Et jusqu'à présent, l'audit international qui a été demandé par presque tous les partis politiques n'a pas encore été accepté. Donc nous pensons que si tous les acteurs se mettent ensemble, nous demandons même au RHDP, je profite pour lancer cet appel à tous les membres du RHDP, nous ne sommes pas, normalement, nous ne devrions pas être en concurrence sur la CEI. Nous devrons être une bras dans les bras, opposition, parce que c'est un organe qui habite. C'est un autre qui appelle le RHDP à vous rejoindre. À nous rejoindre dans la... Si vous aussi, réellement, personne ne se reproche quelque chose, tout le monde devrait s'allier autour d'une notice. Puisque c'est un arbitre indépendant. Tout le monde doit être une arbitre pour dire, bon, effectivement, c'est un arbitre, il faut qu'on mette de l'ordre. Mais quand vous voulez attraper, par exemple, un monsieur que vous suspectez d'être un voleur, vous voulez fouiller dans sa poche, et il y a un autre monsieur qui refuse qu'on fouille dans sa poche, c'est lui-même qui crée la suspicion sur lui. D'accord. On a dans un championnat 24 équipes. Il y a une seule équipe qui se plaît pas de la... D'accord, c'est compris. Monsieur Lassina. Moi, je ne suis pas sur ce plateau pour venir défendre la CEI. Je l'ai déjà dit. Je suis un acteur politique et responsable. Non, on dit pourquoi le RHDP ne se jouait pas vous demander une condition pour... Moi, je retiens quelque chose. Moi, je suis un contemporain. J'ai vécu plusieurs élections. Hein, vous savez, même avant la création de la CEI, on a contesté d'abord le ministère de l'Intérieur. Après le ministère de l'Intérieur, il y a eu la Commission nationale électorale, CNE, qui a été contestée. Et puis, sous Gbagbo, la CEI a été contestée. Sous Ouattara, la CEI... On va toujours contester l'organe. Même aux États-Unis, on conteste. Vous savez qu'actuellement, il y a une suspicion de fraude selon Trump des démocrates. Toutes les démocraties, on va dire non, on n'a pas confiance, on n'a pas confiance. C'est que je sais. Mais pour éviter même qu'on s'en fitte, c'est qu'on s'en marre. Mais pour moi, non, on ne va quand même... C'est de la caricature. Mais pour éviter quand même qu'on soit mal vu par des partis de l'opposition qui pourraient... C'est pas les partis de l'opposition. J'ai dit, si en son temps, de rejoindre l'opposition et si en son temps, le RHDP peut-être dans l'opposition n'a pas imposé sa vision à ceux qui étaient au pouvoir. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans l'opposition puissent imposer leur vision au RHDP? Vous comprenez, non? Vous allez réagir. Voilà, vous comprenez. Donc, moi, je ne suis pas dans ce schéma de la CEI a fait ci, a fait. Je suis venu sur ce plateau pour parler de la liste électorale. Non, mais la question, c'est... Non, mais parce que c'est gênant. Il n'a pas envie d'en parler. C'est gênant. Avant, c'est écouter jusque-là, quand vous parlez, je reste calme. Monsieur d'accord. Fais les paroles là. Monsieur Lassina. Je suis un champion de dames, mais je ne le ferai pas. Monsieur Lassina. Je vous sais bien que vous allez parler sans que vous ne soyez interrompu. Mais la question est là. Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui empêche? Pourquoi voulez-vous donc qu'on se joigne à l'opposition si nous savons que tout fonctionne bien? Parce que la CEI fonctionne sur deux bases. Le fondement juridique et l'accord politique. La CEI, dans sa forme actuelle, n'a pas été créée, inventée par le RHDP. Ce sont les acteurs politiques qui se sont mis ensemble à un moment donné pour dire
il y a le fondement juridique, mais nous, on souhaite que ça soit comme si. Mais que ces acteurs politiques se parlent. Mais cela ne devrait pas remettre en cause l'enrôlement qui est l'objet de notre débat aujourd'hui. La question du débat autour de la CEI, on pourra le faire, ce débat-là, le moment venu. Mais pour le moment-là, comment faire pour sortir nos militants, les rassurer, même quand nous, on est en train de se discuter comme ça sur le plateau, et que les téléspectateurs, les populations nous suivent, on n'est même pas d'accord sur l'essentiel, et puis on veut qu'ils aillent se faire enrôler. Moi, je pense qu'il faut amener les populations à aller se faire enrôler. Les autres débats, je l'ai dit, viendront. Tôt ou tard, le dialogue viendra, mais pour le moment, amenons nos populations à aller se faire enrôler, parce que quoi qu'on dise, quand on crée un parti politique et qu'on a vraiment de l'ambition, c'est pour prendre le pouvoir d'État. Mais ce pouvoir d'État-là ne peut pas être donné par un groupe si ce n'est pas par le voie de vote. Donc, nous, on sait que les électeurs sont importants. Que la CEI se concentre, ou bien que la CEI ne fasse pas son travail. Nous, RADP, nous faisons notre travail pour amener les populaires sur la ligne électorale. On les laisse faire tous les sons de cloche qu'ils veulent. Mais nous, on est concentrés sur nos sujets, c'est de faire en sorte que nos populations aillent se faire enrôler sur la liste électorale. Vous allez agir, permettez-lui de répondre à ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous avez signifié que le RHDP donnait de l'argent à certains pour aller se faire établir des documents? Comme il dit qu'il est de la société civile, peut-être qu'il est très loin de ces pratiques dont je parle. Vous comprenez un peu, non? Il n'y a aucun parti politique sérieux qui aspire à prendre le pouvoir d'État, qui n'aide pas ses militants à se faire établir des pièces. Aucun parti. Et quand ce n'est pas des militants? Tu comprends un peu, non? Il n'y a aucun parti. C'est-à-dire, quand je parle combien de partis même en Côte d'Ivoire? Peut-être que maintenant, les gens sont en train de scientifiques. C'est-à-dire, faire en sorte d'avoir des bases de données scientifiques, n'est-ce pas, en ce qui concerne leurs militants. Sinon, combien de partis en Côte d'Ivoire, il y a 10 ans en arrière, pouvaient revendiquer 50 000 militants en quartier. Peut-être que c'est ça, mais aujourd'hui, les seuls révolutions, aujourd'hui, parce que moi, je retiens que j'en suis peut-être sur ce débat. Non, moi, ce que je retiens aujourd'hui, ce n'est pas que les militants qui votent un président. C'est la population, c'est la recherche, c'est la chasse aux électeurs. Au jour d'aujourd'hui, nous, la consigne qu'on donne, n'évitez personne, qu'il soit du PDC, qu'il soit du PPAC, qu'il soit même de la société civile, qui ne s'intéresse même pas à la politique, amener tout le monde à se faire d'abord enregistrer sur la liste électorale, et puis après, chacun viendra en campagne pour prendre ce qu'il doit prendre. Donc, nous, on ne trie pas. D'accord. Si j'ai un voisin que je souhaiterais qu'il soit sur la liste électorale, il peut me dire, je vais sur la liste électorale, mais pour m'établir, c'est vrai qu'à notre stratégie, il y a une difficulté, mais je l'aide parce que ça peut lui servir à faire autre chose plus tard. D'accord. Tu comprends? On vous a compris. Allez. Voilà. Bon, moi, déjà, tout à l'heure, on parlait de la CEI. Il a rappelé l'historique. Depuis combien de temps on se plaint de ces structures? De quelles structures? Depuis le ministère de l'Intérieur. Il y a eu l'opposition s'est plainte. On a laissé le ministère de l'Intérieur. Oui. Ça s'est modifié. Vous avez dit, maintenant, ça vous va. C'est là que moi, je vous ai dit. Je n'ai pas dit ça nous va, j'ai dit. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit la CEI fonctionne sur 2 bases. Il y a le fondement juridique et il y a l'accord politique. La CEI, dans sa formulation actuelle, n'a pas été inventée par le RHDP. C'est un accord politique entre les différents acteurs, y compris le PPAC. Si peut-être aujourd'hui, ils ont un autre combat à faire dedans, alors ils le sortent, ils mettent sur la table et ils veulent qu'on les suive immédiatement. Ça ne marche pas comme ça. Permettez, c'est moi qui parle. Quand on vous écoute, la conclusion, vous n'avez pas de problème avec cette CEI. C'est de ça qu'il s'agit. Mais l'opposition va dire l'historique de ce que vous dites, des conditions. Nous, on le sait, politique, tout est fait en la réalité. On a dit que le RADP, tout ce que le RADP est-ce qu'on peut se parler? Voilà. Moi, j'ai la parole. Je disais qu'il veut expliquer plein de choses. La réalité est là. Est-ce que le RADP aussi RADP? Est-ce que non? Je ne suis même pas en train de leur demander cela parce que je sais que c'est impossible. Voilà. Nous, on sait aujourd'hui, société civile, quand on regarde la structure, on sait que cette CEI-là est féodée
par le parti au pouvoir. On a le nombre des représentants, et etc. Et ça fait partie des griefs. C'est pas ça. Moi, je lui dis, permettez. La CEI, C'est que j'essaie de lui faire comprendre. depuis tout le temps, le président de la CEI, Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne voulez pas. Voilà, d'accord. Alors, donc, moi, je me dis, tout le monde, dans un match de un championnat de football, on est 24 équipes, les 23 équipes se plaignent de la mythe. C'est un seul qui ne se plaint pas de la mythe. la Côte d'Ivoire, Celui qui a des oreilles pour entendre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tout à l'heure, il parlait des responsabilités. Vous parlez des responsabilités des politiques. Moi, j'ai toujours détesté cette phrase à chaque fois qu'on a une crise en Côte d'Ivoire où on dit tout le monde est responsable. Alors là, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Chacun a sa responsabilité. Quand Laurent Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire, quand il y a eu la rébellion en 2022 et en 2002, j'ai crié haut et fort pour ceux qui me côtoyaient. Parce que moi, je n'étais pas encore engagé aussi, mais je dis c'est de sa responsabilité. Parce que la loi est claire. Le président de la République est garant de l'intégrité du territoire national. Alors si on a arraché une partie, c'est lui qui est responsable. Il a péché. Aujourd'hui, nous sommes là. C'est Alassane Ouattara et le RHDP qui gouvernent le pays. Et c'est l'un des partis qui gouvernent seuls. Parce que depuis la désunion avec le PDC, ils sont seuls. Ils sont seuls responsables du fait qu'il n'y a pas de communion entre la population et les politiques. Ils sont responsables du fait qu'on n'a que 250 000 personnes qui font. Parce que c'est eux qui gèrent l'atmosphère politique. Et comment ils la gèrent? Aujourd'hui, pour un Ivoirien X, il sait que quand tu parles à haute voix avec des critiques, ton père, ton frère va te taper pour te dire pourquoi ils vont te faire arrêter ici? et puis vous parlez sur la télévision. Non, je déteste, pardon, laissez-moi finir mon argumentaire. Yodé et Siro font une chanson critique. Ils se retrouvent devant la justice. Mais vous, dans la partie d'Yarva, Malgré, laissez-moi finir. Je termine, c'est ça. Moi, je dis, c'est pas, je ne suis pas en train d'inventer des choses. Je parle de faits. Et il faut qu'ils sachent que cette atmosphère qu'ils ont créée, voilà la conséquence directe. La conséquence, c'est que la jeunesse qui est là, qui regarde leur papa se frapper, se retrouver en prison. Les gens ont organisé la marche, je répète ça sans cesse. Ils sont en prison. D'accord, on vous a compris. Vous ne pouvez pas créer un environnement pareil et puis demander aux gens de venir au stade. Dans ce stade-là, il y a la guerre dedans. D'accord, c'est ça. vous restez à côté, vous avez venu. Non, vous demandez. Voilà, tu as vu, ils veulent continuer. Restez à côté, Nous sommes le chien qui a empiré la caravane. Voilà, d'accord, on est d'accord. Est-ce que vous partagez son argumentaire lorsqu'il dit les 254 000 que nous avons actuellement qui se sont fait inscrire, c'est de la faute du RHDP? Bon, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président Thiam Donc, il n'a pas donné. Oui, il s'est mouillé. Non, en fait, le PDC c'est un parti de paix. C'est un parti équidistant. Vous avez vu jusqu'à présent, depuis que le président Thiam est arrivé, il n'a insulté aucun leader politique. Personne. Aucun leader politique. Il donne parfois des petits proverbes. Chacun se bat avec les proverbes. On demande est-ce que c'est pas celui-ci, est-ce que c'est pas celui-ci. Il a parlé du trou que quelqu'un a creusé et qu'il est tombé dedans. Vous savez, il donne des petits proverbes comme ça. Et je pense que tout le PDCI RDA, c'est la ligne de notre parti. Nous ne sommes pas en train de dire tel est un voleur, tel est un menteur. C'est pas notre rôle. Et on dit voici les problèmes. Et je pense que les problèmes que le PDCI ont dénoncés, c'est pas des problèmes qui sont. Le président de la CEI lui-même reconnaît que la CEI a un problème. Je ne dis pas un parti politique. Le président de la CEI lui-même, quand on lui a donné les papiers pour lui dire voici telle personne qui a 300 enfants sur la liste électorale, on lui a donné le nombre de personnes qui n'ont ni père ni mère sur la liste électorale. Le président de la CEI lui-même a répondu. Est-ce que vous savez qu'il y a un nombre de personnes qui étaient responsables de la CEI locale qui ont été radiées par le président de la CEI? Ils ont été radiés par le président de la CEI lors des élections, après les élections municipales et législatives, parce qu'il les a radiés. Pourquoi? Pour partialité. Donc, c'est pour vous dire que la CEI a déjà des problèmes. La CEI elle-même reconnaît. Ce que nous on reproche à certains partis politiques tels que le RHDP, c'est de ne pas s'associer à nous pour un organe qui est dit indépendant. C'est ce petit côté que nous on reproche. Parce que normalement, quand nous tous nous avons une équidistance vis-à-vis d'une commission, on doit se dire, le président lui-même a reconnu qu'il y a un problème. Donc, nous, en tant que parti politique, quand on soit au pouvoir ou quand on soit dans l'opposition, on doit dire effectivement, la liste électorale a besoin d'être revue. Mais quand un parti politique dit non, on n'a pas besoin d'auditer la liste électorale, on n'a pas besoin d'une réforme de la CEI, et que c'est le seul parti qui le dit, pour nous, ça nous pose problème. Nous, on aurait aimé, c'est pour ça que je relance encore cet appel à l'ensemble des jeunes, surtout les jeunes RHDP. Le président des jeunes RHDP que je connais très bien, M. Koné Mamadou, je lui lance cet appel-là de dire aussi
avec nous, les jeunes de la JPDCI, de dire on a besoin d'une CEI qui soit un peu plus propre. Vous avez vu la vidéo d'Assalé Timopo récemment. Il a donné des preuves. Il a même donné, hier, il a fait une directe encore pour expliquer le nombre de personnes qui étaient de nationalité étrangère, qui ont 2 papiers différents. C'est-à-dire qu'un papier qui est né en Guinée, un autre papier, la personne est née en Côte d'Ivoire, à la même date. Donc c'est clair qu'il y a des problèmes sur la liste électorale. Il y a même des personnes qui sont de nationalité étrangère, qui sont sur la liste électorale. Le PDCI a compté 2 millions de personnes dans son enquête indépendante, a compté 2 millions de personnes sur la liste, comme étrangers sur la liste électorale. Donc on est dans une discussion pour améliorer un organe. Ce n'est pas contre un parti politique. C'est au contraire, c'est le RDP lui-même qui fait qu'on commence à avoir la suspicion sur lui. Parce qu'on veut auditer une liste qui est indépendante. Si un parti dit, nous, on ne veut pas qu'on qu'il y ait audit, ça pose un problème. Nous sommes pratiquement à la fin de ce débat. Un dernier tour de table pour qu'avant qu'on puisse terminer. On commence par vous, M. Nassina. Oui, moi, je vous dis merci d'abord de nous avoir invités ici. Et je crois que cette question de mobilisation des Ivoiriens pour aller se faire enrôler sur la liste électorale est très importante. C'est une étape importante, n'est-ce pas, dans notre jeune démocratie. Tous les débats pourront se faire après parce qu'on a la chance, en dehors de Thiam, peut-être qu'il a été ministre ou Bédier, que tous ceux qui sont dans l'opposition ont dirigé ce pays. Et ils n'ont pas dirigé ce pays, n'est-ce pas, avec aisance, parce que des gens qui étaient dans l'opposition ont contesté certaines prises de décision venant d'eux, ils ont contesté des choses venant d'eux, mais ça ne les a pas empêchés de continuer. Et aujourd'hui, ils ne sont pas aux affaires, ils sont passés dans l'opposition, donc ils sont passés dans le camp de ceux qui vont critiquer ceux qui sont au pouvoir. C'est de leur rôle, mais je retiens que la CEI, qui n'est pas l'objet de notre discussion ici, le mode de désignation du président et des membres ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis de très longtemps. Je vous souvenez que le président Gbagbo, en son temps, parce qu'il n'était pas d'accord avec Begré Mambé, il y avait une suspicion de fraude sur 450 000 personnes. Il a non seulement dissous la CEI, il a même dissous en son temps le gouvernement. Et après, il a reconduit la CEI dans sa même forme initiale. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des discussions dessus. J'ai dit également qu'en 2009, je crois, c'était Laurent Gbagbo au complexe sportif de Yopougon, où il était reçu par la communauté burkinabé ces jours-là. C'est ces jours qu'il a supprimé la carte de séjour, rien que pour plaire à cette communauté. Et ensuite, c'est lui qui a décidé qu'on aille se faire enrôler sur la liste électorale, rien qu'avec un extrait de naissance. Vous vous souvenez de cela? Et que des machines allaient faire des croisements pour sortir de la liste. Donc, c'est un problème profond. S'il y a prolongation, c'est un problème profond qui est parti depuis 2 ans. M. Lassina. Mais c'est concrètement, si on arrive à proroger, on va dire, cette révision, oui. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour qu'il y ait plus d'affluence, pour que les choses aillent de mieux en mieux? Nous sommes allés petit à petit, en ce qui nous concerne, je sais que c'est ce qui s'est fait en ce qui concerne le RADP. Nous sommes là petit à petit, dans des réunions dans nos différents QG. Maintenant, on a commencé à faire des sorties sur le terrain. On en a fait samedi dernier, on va faire samedi prochain. On ne s'arrête plus de motiver, et plus on mobilise nos gens, plus ils sont motivés à se faire enrôler. Je crois que progressivement, même si nous n'atteignons pas l'objectif qui nous a été fixé à Agnama, par exemple, nous savons que nous allons nous rapprocher. On est dans la mobilisation, dans la sensibilisation, parce que nous savons que tout ce que nous faisons, ça va finir par le vote. Et si tu veux gagner, il faut que tu aies des gens sur la liste électorale. Je crois que tous les partis, les acteurs dits de la société civile devraient faire comme nous. Et Hubert, la dernière fois, il n'a peut-être pas encore publié, il a dit qu'il y a 49 ONG qui ont été financées. Ils n'ont pas refusé de prendre l'argent. Ils ont été financés pour accompagner, n'est-ce pas, la CEI. D'accord. Donc, que tout le monde s'y mette pour qu'on arrête. Et puis les autres problèmes, on va les discuter, mais ne faites pas des préalables, des débats
avant de laisser faire. D'accord. Alain, vous allez compléter. Moi, j'ai dit à mon doyen, vous ne pouvez pas empêcher à une personne qui arrive à l'hôpital avec des douleurs de crier sa douleur. Même si tu arrives, tu es blessé, tu es dans une messe, ça te fait mal, tu vas crier. Ce qu'ils essaient de nous faire comprendre, eux, c'est de nous taire. Personne n'a dit ça. Va faire l'enrôlement, quels que soient tes griefs, tais-toi, fais l'enrôlement. C'est le plus important. Non. C'est pas ça, de ça qu'il s'agit. Ce qu'on vous demande est simple. Regardez, je donne cet exemple. Quibé, le président de la Suisse, a fait une tournée en France, sur des chaînes de télévision. Il n'y a pas un seul lieu où il est parti où on ne lui a pas posé la question sur la candidature de la place de Laurent Gbagbo. Mais là, Gbagbo, depuis que tu es prêt là, c'est là où je vous monsieur Nassina. Même là, j'ai envie de vous rejoindre. Ah, monsieur Nassina, s'il vous plaît. Vous avez dit tout à l'heure. Mais ça nous va beaucoup de choses. C'est normal, ça nous revient. Parce que ça nous revient. Si vous ne pas déjà s'asseoir. Ah oui, c'est ça. Voilà, merci. C'est d'ailleurs la même attitude que M. Krivé avait sur le plateau télé lorsque on lui ramenait cette question. Ce n'est pas possible que des intellectuels, un peuple qui vit ensemble, soient incapables de se soustraire à un problème qui revient aussi souvent. Si tout de suite on a une épidémie, on va se mettre même à la maison pour que ce soit réglé. Ça, c'est parce qu'on est des hommes intelligents. Alors, comment ça se fait qu'il y a un problème qui est sur la table et vous ne voulez pas le régler? Et vous savez, la communication, c'est un message. Donc, on a qu'à aussi le Gbagbo avec un puis tous les problèmes sont réglés. Vous avez la population de cette inscrit, Laurent Gbagbo. Le problème, c'est pas ça comment je vois le problème. Permettez. Je donnais mon exemple. Donc, je dis qu'il va partout, il va lui poser la question. La communication, c'est un message. Donc, celui qui vient communiquer, celui à qui on donne la parole, ne doit souffrir d'aucun problème à côté pour que son message passe. Le problème, c'est que le message n'est pas passé. Et ça, d'ailleurs, nous, les conséquences de 250 000 actuellement, qui est l'objet de notre débat, c'est que toute sa campagne de sensibilisation, le message ne passait pas parce qu'il y avait un problème. Les militants du PPACI, c'est des Ivoiriens, c'est des votants. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un père de famille qui est parti, qui a dit à son fils, va te faire enrôler. Ouais. C'est évident qu'un père PPACI ne soit pas prêt à dire à son enfant d'aller le faire. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas Ivoirien et qu'il n'a pas vu que son pays soit dans une élection avec toute une mobilisation. Non. D'accord. On dit simplement. On a quand même Gbagbo sur la liste. C'est ce que on a fait. D'accord, c'est compris, merci. Docteur Ousmane, vous avez compris à votre niveau. D'accord, je voudrais d'abord vous remercier l'Intelligence TV et vous-même pour cette invitation sur ce plateau. Et je voudrais terminer par lancer un appel. C'est un beau débat. Hein. Les élections en Côte d'Ivoire, la politique en Côte d'Ivoire, ça déchaîne les passions. Donc moi, je voudrais lancer cet appel à tous les jeunes, tous ceux qui sont des nouveaux majeurs, qui ont plus de 18 ans. Je voulais les regarder droit dans les yeux pour leur dire qu'ils ont certainement entendu beaucoup de choses de la politique. Ils ont certainement vu beaucoup de choses de ce que leurs parents ont vécu les années précédentes. Aujourd'hui, il y a un nouveau politicien qui est venu sur l'échiquier et qui souhaite que toute cette façon de faire la politique-là disparaisse complètement. Et c'est un appel que je leur lance pour leur dire, allez-y sur la liste électorale, surtout nos frères de l'Ouest. Vous savez, moi, je suis de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, je suis de Touba et je suis dans toute la région des Maoka et des Yakuba. Et je vais lancer aussi cet appel-là à mes parents, de leur dire, allez-y sur la liste électorale. La politique n'est plus comme avant. Vous avez vu comme en France, on fait de la politique par des débats d'idées, on fait de la politique sans qu'il y ait sans qu'on ait de l'animosité, de la haine. Et c'est ça que le président Thiam veut envoyer dans la politique en Côte d'Ivoire. Donc, je souhaite que tous nos parents puissent suivre ce train-là. Le PDCI reprendra le pouvoir en 2025. Tous les signes sont clairs que le pouvoir en place actuellement est à la fin de ce qu'il peut proposer de lui à la Côte d'Ivoire. Il est à la fin. Et donc, le PDCI va prendre le pouvoir en 2025. Donc, je vais lancer vraiment cet appel-là pour terminer à tous ces jeunes-là qui n'ont pas peut-être entendu parler du président Bédi, qui n'ont pas entendu parler du président Houphouët, qui n'ont juste une image de ce que c'est que le président Houphouët, de dire voici quelqu'un qui représente le président Houphouët, qui va venir avec une nouvelle vision pour la Côte d'Ivoire et qui va lancer ce pays-là encore vers un développement encore plus grand. Merci beaucoup, Dr Ousmane Cherif. Merci à Nassina Karamboko. Merci à Alain Patrice, à Igno. Merci à tous les trois d'être venus pour débattre sur cette question. Merci infiniment. Et puis, on se donne rendez-vous prochainement pour d'autres sujets encore. Parce que les élections, comme vous l'avez dit, ça passionne toujours. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes. Au revoir.